On va débuter tout de suite par les présentations, les communications orales des travaux qui ont été sélectionnés par le comité scientifique dont la présidence est assurée par Anne-Laure Clairet qui va animer ces présentations ce matin et n'hésitez pas à poser des questions. C'est à toi Anne-Laure. Merci Philippe. On allumait celui-là. On va prendre celui-là. Merci Philippe pour le passage de témoin. Donc bienvenue à tous et merci de vous être levés de bonne heure et de bonne humeur pour les communications orales. Avant qu'on commence, je vous annonce l'ordre de passage des communications orales. En premier, ce sera une communication orale de l'hôpital Nord-Franche-Comté avec Célim Omrani. En deuxième, Adèle Gourmand du CHU de Besançon. En troisième, Aline Domas, idem du CHU de Besançon. En quatrième, Marine Antilles des Hôpitaux du Valais. Et puis en cinquième, Auréane Pascal, un travail réalisé au GH70. Donc sans plus attendre, Célim, on te laisse la parole. Donc 8 minutes de présentation et puis quelques minutes de questions derrière, soit de la salle, soit du jury. Bonjour. Je remplace au pied levé en fait mon collègue Frédéric Mille et je vais essayer d'assurer sa présentation. C'est lui qui du coup a travaillé autour de la mise en place d'un système d'intelligence artificielle pour la prévention des never events. Donc les never events sont des incidents graves, généralement liés à des erreurs humaines ou pratiques. Et ce qui est le plus important dans cette définition, c'est le fait qu'ils ne devraient jamais se produire. Et ces never events, malheureusement, ils concernent très régulièrement des médicaments. Alors ce qu'il faut peut-être dire à ce stade de la présentation, c'est que nous disposons déjà depuis 3 ans en fait, d'un système d'aide à la décision pharmaceutique avec des règles d'intelligence artificielle pour le ciblage et le screening des patients et des ordonnances à risque. Et que finalement, malgré ce système et les actions qu'on a déjà pu mettre en œuvre, eh bien, vous voyez qu'on a encore une prévalence importante d'événements indésirables et d'événements indésirables graves liés à des médicaments et notamment des événements indésirables très classiques en lien avec des anticoagulants. Alors, partant de ce constat, on a décidé d'essayer de revenir aux fondamentaux, notamment autour de la prévention de ces never events. Et donc, nous avons décidé en fait, d'adapter, de développer notre système d'aide à la décision et nos règles, ainsi que nos organisations, avec un focus autour de ces never events et de leur prévention. Alors, pour ce faire, on a identifié les différentes situations en lien avec les never events. Il y a une liste très précise qui a été réactualisée en 2024 par la NSM autour justement de tous ces never events et notamment ceux qui étaient susceptibles d'être détectés au stade de la prescription et au stade de l'analyse pharmaceutique avec les moyens que nous avions au niveau du DPI et puis de ce qu'il était possible en termes d'IA symbolique et d'IA extractive au niveau de notre DPI. Et puis ensuite, on a traduit l'ensemble de ces situations sous forme de règles. Et puis on les a implémentées dans le DPI. Et puis un quatrième point que Frédéric n'avait pas fait apparaître, mais qui me semble être vraiment fondamental et qui était peut-être aussi tout à fait intéressant, c'était celui d'accompagner l'utilisation de cet outil auprès des collègues. Puisque du coup, il ne s'agit pas de faire un outil d'IA et de repérer des choses, mais si les collègues ne l'empoignent pas, n'arrivent pas à l'utiliser, ou en tout cas ne savent pas dans quelle direction et comment l'utiliser, eh bien, ma foi, ce ne sera pas efficace. Donc si on reprend les 16 never events listés par la NSM, il y en a 7 qui sont détectables au stade de la prescription, et plus particulièrement 4 détectables au niveau de l'analyse pharmaceutique centralisée. Et puis à ces 4 situations, on a décidé, nous, en fait, de rajouter des never events plutôt maison, en lien avec l'expérience pratique qu'on avait, et des situations plus représentatives de l'écologie locale de l'établissement. Et vous voyez que ça se représente ici sous cette traduction de règles, principalement en lien avec les anticoagulants et diverses situations biologiques qui peuvent poser des difficultés avec les anticoagulants. Donc au final, voilà comment se matérialise
notre système d'aide à la décision en lien avec ces Never Event. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une sorte de grand tableau de bord qui synthétise l'ensemble des situations qui sont potentiellement à risque et qui sont détectées par l'outil. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ça reprend globalement en fait nom, prénom du patient, son âge, son poids, dans quel service il est et dans quel service il est hébergé. Et puis, du coup, ça fait ressortir, en fait, quelle est la valeur biologique qui pose problème, avec, du coup, à quelle date cette valeur a été mesurée. Et ça reprend, en fait, la DCI ou la spécialité qui est identifiée avec sa posologie. Et là, on ne le voit pas ici sur cette capture d'écran, mais si on passe la souris dessus, on peut aussi savoir si cette ligne de médicaments a déjà fait l'objet d'une validation pharmaceutique et à quelle date. Donc, avec tous ces éléments-là, ça nous permet effectivement de se dire, est-ce qu'il y a une situation vraiment à risque? Est-ce qu'elle a déjà été identifiée, vue par un collègue? Ou est-ce qu'il s'agit d'un patient entrant pour lequel, du coup, aucune analyse n'a été réalisée? Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en termes d'organisation, là où notre outil de ciblage et de screening patient était utilisé par chacun des pharmaciens et uniquement sur les services dont il avait la référence, là, on a cherché à sanctuariser vraiment l'analyse et le temps d'analyse sur ces patients et sur ces dossiers-là. Donc en fait, c'est plutôt le pharmacien de permanence qui va faire tourner ce modèle et qui du coup va analyser ces dossiers tous les après-midi. Le but étant vraiment qu'on ne passe justement à côté d'aucune de ces situations. Donc en conclusion, ce que l'on peut dire, du coup, ce stade du développement, c'est que l'IA symbolique et l'IA extractive, en fait, c'est un outil vraiment intéressant et puissant pour la priorisation de l'analyse pharmaceutique. Et puis, et ça, il s'agira de l'évaluer, mais potentiellement, c'est une barrière supplémentaire pour éviter la survenue de ces Never Event. Donc, tout l'enjeu pour nous, là, c'est d'évaluer ce système-là, notamment en termes de retour sur investissement sur la réduction des risques. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant dans le développement de ce type d'outils, et je pense qu'il est non négligeable et même indispensable, en fait, c'est la manière dont ça rediscute nos organisations. Et comme le disait M. Bonabry hier, c'est la façon dont ça permet de redessiner nos processus. Et puis aussi de revoir avec l'ensemble des collègues, ma foi, c'est quoi un risque médicamenteux pour chacune des situations, quel est réellement le risque et qu'est-ce qu'on peut apporter comme guidance auprès du médecin et des équipes soignantes pour essayer d'avoir une certaine harmonie et homogénéité sur l'ensemble du service. Donc c'est vraiment un super prétexte aussi pour rediscuter toutes nos organisations autour de l'analyse pharmaceutique, de la pharmacie clinique d'un point de vue général. Voilà, j'en ai fini, merci. Pas été trop long, j'espère. Merci Célim pour ta présentation. Juste avant de passer la parole pour les questions, je voulais vous présenter les autres membres du jury parce que j'ai oublié en session introductive. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de Fabien Meunier du CH de Sens, Marie Savet de Michaelis des Hôpitaux du Valais et Hermindo Di Paolo du CHU. Et donc je vous laisse d'abord la parole à la salle si vous avez des questions. Sinon, je suis sûre que dans le jury, il y a des questions. Alors, moi, Célim, j'ai une question. Oui. Je voulais savoir, donc tu nous as dit qu'il y avait des Never Events qui apparaissaient encore avant avec des EI, oui. Avant la mise en place. Vous Oui. en êtes tout de la mise en place et puis est-ce que vous avez eu depuis l'apparition quand même de EI sur des Never Events? Bien, alors du coup, les outils de ciblage sont en place depuis 3 ans. Cet outil-là spécifique dédié avec un focus vraiment centré sur les Never Events, ça tourne depuis un petit peu moins d'1 an. On va dire que ça tourne depuis 6 mois avec tout l'accompagnement. Parce que du coup, il a fallu aussi rediscuter avec les collègues comment ça a été pris. Et bon, pour l'instant, il s'agira de l'évaluer plus finement, mais là, à ce stade-là, depuis que c'est en place avec la formation des collègues, on n'a pas eu de IG ni de I en tout cas sur les médicaments et sur les situations qui sont repérées par cette requête. Bonjour, merci Bonjour. de votre présentation au dernier moment.
Vous avez dit que vous avez revu vos processus, que Oui. ça a été un prétexte Oui. pour revoir ça. Vous l'avez fait de façon antérieure à la mise en place du projet. Vous aviez identifié les modifications ou vous l'avez fait au fil de l'eau? Alors, non. En tout cas, pour ça, du coup, on va dire j'ai été meilleur sur du coup, la réévaluation des processus, parce que quand on a mis en place le ciblage et que je l'ai accompagné, je l'ai fait de façon assez libre pour que chacun des collègues puisse se l'approprier. Mais au final, c'est vraisemblablement pas le bon système, parce que on s'est rendu compte que déjà le ciblage et ces règles-là, en fait, ça appelle à un niveau peut-être de finesse et de connaissance aussi sur les situations cliniques qui doivent être précisées pour l'ensemble des collègues. Parce qu'on a des collègues qui font de la paix, mais ce n'est pas leur fond de travail. Ils sont sur plein d'autres sujets et du coup, ils participent aussi à l'analyse pharmaceutique. Donc, pour ce coup-là, on a créé des vignettes systématiques pour chacune des règles et des alertes que du coup, on a diffusées aussi à l'ensemble des collègues, qu'on a expliqué, qui permettent de repositionner en fait quel est le niveau de risque pour chacune des situations, et puis derrière de dérouler sur les différentes sous-situations qu'on peut retrouver face à un problème biologique associé à un médicament. Donc là, on l'a fait dans le même temps que le développement de cette requête, mais parce qu'on avait aussi essuyé les plâtres sur le ciblage. J'ai une deuxième question. Bien sûr. Ce qu'on craint avec ce genre de système, c'est la robustesse. Oui. Et évaluer les faux négatifs. Oui. Vous considérez le fait qu'il n'y ait plus d'événements indésirables, est-ce que vous pouvez considérer que c'est un moyen de... Alors, et puis le fait qu'il n'y ait pas d'interface non plus? Ouais. D'interface? Parce que c'est en direct sur votre DPI, c'est juste? C'est en direct sur le DPI et ça se lance en temps réel, donc on peut la lancer en fait en permanence, toutes les 5 minutes, on peut la relancer, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc ça c'est intéressant, ce côté du coup interfacé dans le DPI est finalement assez facilement disponible. On a pris un temps de qualification de cet outil, du coup on a pas de faux positifs, ou en tout cas on n'en a pas mis en évidence. Par contre, je dirais plutôt, en fait, c'est le bruit de fond. Hein, et ce que M. Bonabry disait hier, c'est qu'il y a à peu près 20% finalement des alertes qu'on retrouve qui sont in fine des alertes pertinentes sur lesquelles on va aller regarder le dossier. Il faut qu'on améliore nos règles. En fait, c'est pas lié à l'outil, il détecte bien ce qu'on lui demande de détecter. Par contre, nos règles nécessitent d'être affinées, notamment d'un point de vue dynamique. Je pense là aux problématiques de TIH sous héparine. En fait, ça fait appel à une chronologie de diminution des plaquettes. Ça fait appel aussi à des présences d'événements thromboemboliques. Et donc, si on associe juste une thrombopénie à la présence d'une HBPM, en fait, finalement, on ressort énormément de dossiers qui ne nous permettent pas de détecter ça. Voilà. Donc, c'est plus sur cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille. Merci Célim. On passe désormais à la présentation suivante. Donc présentation d'Adèle Gourmand du CHU de Besançon. Alors bonjour à tous. Je tiens à remercier le comité scientifique de me donner l'opportunité de présenter ces résultats qui portent sur la mise à jour de la surveillance microbiologique de l'environnement dans une unité de préparation de chimiothérapie, analyse du coût et du temps de travail. Alors, en France, la production des chimiothérapies est centralisée et celles-ci sont fabriquées selon un référentiel strict qui sont les bonnes pratiques de préparation. Dans ces bonnes pratiques de préparation, le contrôle microbiologique de l'environnement est bien décrit. Et depuis leur mise à jour en septembre 2023, il y a eu un renforcement de ce contrôle microbiologique. Concrètement, au sein de l'unité pharmacie clinique oncologique du CHU de Besançon, le contrôle microbiologique avant la mise à jour des bonnes pratiques de préparation s'effectuait sur des milieux de culture en tube, avec des prélèvements des isolateurs et de la navette 2 fois par semaine et des prélèvements des conteneurs des systèmes de transfert 1 fois par semaine. Depuis la mise à jour des BPP, le contrôle microbiologique s'effectue
sur des milieux de culture en tube et des milieux de culture gélosés, avec une poursuite du contrôle déjà en place et des prélèvements par isolateur, d'empreintes de gants 1 fois par jour, de sédimentation 2 fois par jour et de l'air 1 fois toutes les 3 semaines. L'objectif principal de cette étude était donc de mesurer le temps requis par l'équipe pharmaceutique pour répondre aux nouvelles exigences de surveillance microbiologique de l'environnement dans la zone à environnement maîtrisé. Et l'objectif secondaire, c'était de déterminer le coût de fonctionnement, donc en ressources humaines et en consommables, permettant de répondre à ces nouvelles exigences. Donc, cette étude a consisté en une comparaison avant-après septembre 2023. Pour la mesure du temps de travail, la période d'observation a été d'1 mois et a ensuite été extrapolée à 1 année. Chaque activité de surveillance microbiologique de l'environnement a été chronométrée à 5 répétitions quand cela était réalisable, et chaque activité était réalisée par des opérateurs multiples. Le temps pour les activités qui n'ont pas pu être réalisées pendant la période d'observation a été estimé. Le calcul du coût des ressources humaines pour 1 an s'est fait à partir du salaire horaire brut moyen global, déterminé pour chaque catégorie de personnel à partir des grilles de salaire officielles, selon une moyenne pondérée d'une estimation de la proportion de personnes à chaque échelon de la grille de salaire au sein de l'unité, en prenant en compte les contributions employeurs. Le calcul du coût des consommables correspondait avant la mise à jour aux écouvillons et aux étiquettes, et après la mise à jour aux écouvillons, aux étiquettes et aux géloses. Et les prix ont été déterminés selon les marchés hospitaliers. Donc vous pouvez voir sur cette diapositive les différentes activités de contrôle microbiologique de l'environnement pour chaque catégorie de personnel et après la mise à jour. Donc pour les agents des services hospitaliers qualifiés, les activités qui étaient réalisées avant la mise à jour des BPP correspondaient à la récupération dans le service d'hygiène, l'étiquetage, la mise en sachet, la décontamination et le passage en ZAC des tubes, la commande, la mise en sachet, décontamination, passage en ZAC des écouvillons et l'impression des étiquettes. Les activités qui ont été ajoutées après la mise à jour étaient la réception, le rangement, décontamination, passage en ZAC des géloses, la livraison 2 fois par jour au service d'hygiène hospitalière qui analyse les prélèvements, la décontamination et le passage en ZAC de la boîte de livraison. Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, les activités qui étaient réalisées avant correspondaient au prélèvement dans les tubes, à l'identification de ces prélèvements sur le cahier de relevé des événements et sur la feuille de livraison, la livraison au service d'hygiène hospitalière et la commande des étiquettes. Les activités qui ont été ajoutées après étaient la livraison le week-end au service d'hygiène hospitalière, les prélèvements sur les géloses d'empreintes de gants, de sédimentation et de l'air, et l'identification de ces nouveaux prélèvements sur le cahier de relevé des événements et sur la feuille de livraison. Pour le pharmacien ou les internes, les activités avant correspondaient à l'analyse et la traçabilité des résultats, et les activités ajoutées après, l'analyse et la traçabilité des résultats des nouveaux prélèvements et la commande des géloses. Donc pour les résultats, nous avons observé un temps annuel nécessaire à la surveillance microbiologique de l'environnement qui était de 148 heures avant la mise à jour et de 487 heures après la mise à jour des BPP, soit une augmentation du temps de travail annuel de 229%. Concernant le coût annuel des ressources humaines nécessaires à la surveillance microbiologique de l'environnement, il était d'environ 3 150 € avant la mise à jour et de plus de 10 650 € après la mise à jour des BPP, soit une augmentation du coût des ressources humaines annuelles de 237%. Pour le coût annuel des consommables, il était seulement de 710 € avant la mise à jour et depuis la mise à jour, il est de plus de 11 250 €, donc une augmentation du coût des consommables annuels de 1476%. Donc sur cette diapositive, vous pouvez voir la répartition des coûts entre les ressources humaines et les consommables, avec, avant la mise à jour des BPP, une part pour les ressources humaines qui était bien plus importante que pour les consommables, et un coût total annuel qui était d'environ 3 880 €. Et après la mise à jour, on observe une répartition homogène entre les coûts des ressources humaines et le coût des consommables, avec un coût total annuel atteignant presque 22 000 €.
Donc pour conclure, nous avons observé une très forte augmentation du coût et du temps de travail requis pour la surveillance microbiologique de l'environnement depuis la mise à jour des BPP. Le coût des ressources humaines est désormais environ égal au coût des consommables. Nous avons calculé uniquement le coût de fonctionnement, mais pas le coût de mise en place. Et la mesure du temps requis par le service d'hygiène hospitalière qui analyse les prélèvements n'a pas été réalisée. Et enfin, le temps et le coût de prise en charge d'un résultat microbiologique positif n'a pas été évalué, ce qui aurait notamment pu prendre en compte le fait que des flacons de principes actifs entamés qui sont dans un isolateur contaminé doivent être jetés, ou le temps pour décontaminer et restériliser cet isolateur contaminé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Adèle pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question concernant quel est le gain. Vous avez très bien montré les coûts que ça engendre, mais est-ce qu'il y a un gain de qualité quand même au final avec ces nouveaux prélèvements que vous faites ? Alors ça justement, ça n'a pas été évalué. On n'a pas évalué s'il y avait vraiment un impact sur le patient derrière en fonction de si on évite si on restérilise un isolateur, est-ce que si on ne l'avait pas fait, il y aurait un impact patient ? Ça n'a pas été évalué. Merci. Je pense que, Pipi, au niveau des statistiques, est-ce que vous faites maintenant des statistiques par opérateur ? Parce que peut-être là, on peut imaginer qu'on peut repérer certaines personnes où il faut répéter les bonnes pratiques de désinfection des mains, etc. Alors, j'ai quitté le service depuis, mais je ne crois pas qu'il y ait de statistiques par préparateur, en tout cas. Si je peux me permettre, c'est quelque chose de vraiment intéressant à faire parce qu'on voit vraiment, par exemple à Lausanne, les différences entre les préparateurs. Ils sont tous formés de la même manière, mais certains parfois ont tendance un petit peu à oublier les règles, etc. Et puis on arrive à cibler comme ça après les personnes et puis à corriger les mauvaises pratiques en fait. D'accord. Merci. J'imagine que c'est à confronter avec les TRA pour l'habilitation du personnel. Notre question, c'était de savoir si on pouvait avoir une répercussion de ces coûts à la facturation, ou c'est pas possible. Comment vous faites ? Une répercussion des coûts à la facturation ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on est prestataire des fabrications, mais vous ne répercutez pas les coûts à un moment donné ? Non, il ne me semble pas, non. Et votre pourcentage de pousses avant et après les bonnes pratiques, vous l'avez étudié ou pas ? Je pense qu'il a été étudié, oui, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Mais c'était par période, effectivement, il y a quand même eu certaines pousses. Mais je n'ai pas de chiffre précis de pousses. Okay. Merci. D'autres questions dans la salle ? Et puis après, on passe à la présentation suivante. Juste pour compléter ce qu'Adèle a dit, c'est des indicateurs qu'on suit et... Je me permets, des indicateurs qu'on suit et en fonction de ces indicateurs-là, on remet en place des actions de formation et des échanges et des collaborations avec l'hygiène. Moi, je me posais la question, dans les BPP, ils précisent bien que c'est des recommandations, en effet, avec les différentes fréquences de prélèvement, et qu'on peut éventuellement les adapter en fonction d'une analyse de gestion des risques suite à une période d'utilisation. Et je me demandais justement, après, est-ce que vous avez fait cette analyse et est-ce que ça peut vous amener à éventuellement alléger la fréquence de certains prélèvements pour limiter les coûts ? Alors, il y a des analyses qui sont en cours pour déterminer les raisons des pousses, etc. On n'a pas encore les résultats de ces analyses. Et effectivement, pour l'instant, la fréquence des prélèvements correspond vraiment aux recommandations des BPP. Donc, j'imagine qu'elles seront adaptées ensuite en fonction des résultats des analyses qui vont être faites a posteriori. D'accord, merci. Merci à Adèle et on passe à la présentation suivante. Daline Domas du CHU de Besançon sur un serious game aux essais cliniques.
Seriously, nous avons un problème technique. La présentation ne se lance pas. Et est-ce que la présentation suivante... C'est un bug ordinateur à l'heure qu'il est. Le président du jury est confus de son ordinateur. Tu peux venir, Alissa, si tu veux. Oui, de tête. Merci pour votre patience. Bonjour à tous, je vais vous présenter un travail sur la formation des personnels dans une unité d'essais cliniques et montrer l'intérêt de la mise en place d'un serious game. Donc les serious games ou jeux sérieux sont une technique de simulation en santé. La simulation en santé a pour but d'optimiser la formation, que ce soit la formation initiale ou continue. La simulation en santé repose sur plusieurs concepts, dont l'apprentissage par l'expérience, qui introduit la notion de réflexivité, qui consiste à l'analyse des actes et des réflexions qui vont mener à ces actes, ainsi que la pédagogie par l'erreur, où en simulation, l'erreur devient une source d'apprentissage car elle est repérée et analysée. La simulation a pour but la gestion des risques, notamment en sécurisant les processus et, in fine, la prise en charge du patient. Ce travail s'inscrit dans un contexte d'augmentation d'activité au sein du service des essais cliniques du CHU de Besançon, avec par exemple une augmentation de 45% du nombre de lignes de prescription entre 2018 et 2023. Il y a également des changements fréquents du personnel, notamment les internes et les externes, un désir d'optimiser la formation actuelle et de répondre aux exigences des promoteurs d'essais cliniques en diminuant le risque d'erreur. L'objectif de ce travail est donc de créer un outil de formation par simulation et d'évaluer cet outil. Concernant la création du jeu, des réunions de brainstorming ont eu lieu afin de déterminer les modalités de jeu, les différents niveaux, des états des lieux, des procédures internes ainsi que des événements indésirables survenus dans le service ont eu lieu. Nous avons utilisé une version test du logiciel Ellipse Pharma, le logiciel utilisé aux essais cliniques pour le jeu. Et enfin, nous avons créé un plateau de jeu, des cartes de jeu ainsi que des boîtes de traitement fictives. Pour la mise en pratique, nous avons suivi les 3 étapes qui sont décrites dans le guide de bonne pratique de simulation en santé publié par la HAS. La première étape correspond au briefing. C'est une étape dans laquelle on contextualise le travail et on rappelle les objectifs pédagogiques. Vient ensuite l'étape de simulation. Et la 3e étape, qui est l'étape de débriefing, c'est l'étape la plus importante et la plus complexe. Et c'est celle durant laquelle on va revenir sur les actions qui ont été menées durant la séance et qui permettent d'acquérir les compétences. Concernant l'évaluation du jeu, nous avons utilisé le modèle de Kirkpatrick, qui est le modèle utilisé pour l'évaluation de la simulation en santé. C'est un modèle à 4 niveaux. Le niveau 1 correspond à la satisfaction des participants. Pour nous avons réalisé une enquête de satisfaction utilisant une échelle de Likert à 5 choix. Le niveau 2 correspond à la mesure des connaissances et compétences acquises. Ça peut être une mesure par une évaluation ou une auto-évaluation. Nous avons fait le choix d'une auto-évaluation avec des questionnaires adaptés à chaque niveau du jeu. Ces questionnaires ont été réalisés à partir des fiches de poste et des grilles d'évaluation et il utilisait une échelle visuelle analogique. Le niveau 3 d'évaluation correspond à l'impact de la simulation sur les pratiques. C'est en général évalué quelques mois après la séance. Et le niveau 4 correspond aux résultats sur la prise en charge du patient et se fait par la mesure d'indicateurs.
Concernant les résultats, nous avons créé 3 niveaux de difficulté. Le premier correspondant aux internes prenant uniquement des gardes. Le deuxième niveau pour les externes et ingénieurs de recherche clinique du service. Et le troisième niveau pour les internes en stage dans l'unité des essais cliniques. 5 thématiques ont été abordées dans le jeu qui correspondent au circuit du médicament expérimental avec l'approvisionnement, la réception, la dispensation des traitements, gestion et retour des traitements périmés et la gestion documentaire d'un essai clinique. 6 essais cliniques fictifs ont été créés afin de représenter au mieux toute l'hétérogénéité qu'on peut rencontrer au quotidien. Plus de 100 documents de support tels que des ordonnances, des bons de livraison ou des attributions de traitement. 122 questions qui pouvaient être des questionnaires à choix multiples, des questions courtes ou des mises en situation et le plateau de jeu. Pour la mise en pratique, il y a eu au total 24 participants qui ont testé le jeu sur 10 séances et 60 à 75 minutes par séance, avec environ 10 minutes de briefing, 30 minutes de simulation et 20 minutes de débriefing. Pour l'évaluation du jeu, donc ça, ce sont les résultats de l'enquête de satisfaction, tous niveaux confondus. Globalement, nous avons une bonne satisfaction des participants. Certains ont tout de même fait remarquer que la durée de la séance n'était pas forcément adaptée, qu'il y avait un nombre de questions trop insuffisant et pas assez varié pour certains items, dont la dispensation. Pour l'auto-évaluation, pour les participants de niveau 1, nous avons pu montrer qu'ils étaient significativement plus à l'aise à l'issue de la séance de simulation. Les participants de niveau 2, il n'y a pas de différence significative avant et après le jeu, excepté pour 3 questions de dispensation et de gestion des stocks. Et pour les participants de niveau 3, ils sont significativement plus à l'aise à l'issue du jeu, excepté pour la gestion des stocks. Donc, ce travail a montré des points forts. Nous avons réussi à créer une simulation in situ haute fidélité à l'aide d'une formation ludique et avec une satisfaction globale de 100%. Il y a tout de même des points à améliorer. Il faudrait en effet diversifier les questions de dispensation, augmenter le nombre de mises en situation et augmenter la difficulté de certaines questions ou d'ajouter des questions pièges. Pour l'évaluation du jeu, il serait nécessaire de réadapter le débriefing pour les participants de niveau 2 afin d'avoir un impact plus important sur leur apprentissage. Et l'évaluation à distance reste à mettre en place avec la mesure et le suivi d'indicateurs qualité. Donc, nous avons pu démontrer à travers ce travail l'intérêt de la simulation en santé. Nous avons réussi à mettre en place une formation ludique qui a été appréciée par les différents participants. Merci de votre attention. Merci Aline pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci pour votre présentation. Je voulais vous demander, c'est quelqu'un qui coach pour faire le jeu ou est-ce que vous avez automatisé ce jeu ? Ah non, il y a quelqu'un avec les participants pour les guider s'il y a des questions ou s'ils sont bloqués à certaines étapes. Mais par exemple, dans notre hôpital, il y a de plus en plus des choses qui sont faites sur ordinateur avant d'utiliser, par exemple, un nouveau logiciel ou d'autres applications. On fait directement sur ordinateur avec une évaluation, puis des documents en fait qui sont transmis pour une auto-formation en fait. Ok. Merci. Merci pour votre présentation. Vous avez dit qu'il manquait des questions, enfin que les participants avaient trouvé qu'il manquait peut-être des variétés de questions. Vous avez imaginé regarder dans vos événements indésirables liés aux essais cliniques s'il y avait des situations qui pourraient être utilisées dans les réintégrées en fait a posteriori? On s'en est inspiré des événements indésirables survenus pour faire des questions et y confronter les participants. D'autres questions dans la salle ? Donc, merci Aline. Et on va passer à la présentation suivante des hôpitaux du Valais.
Alors bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'utilisation d'un double score de priorisation des patients à risque de problèmes médicamenteux pour la préparation des visites interdisciplinaires. Donc au sein de l'hôpital du Valais, au maximum 10% des patients hospitalisés sont vus une fois dans leur séjour par un pharmacien clinicien. Or, le pharmacien clinicien est un réel outil pour lutter contre les problèmes médicamenteux. C'est pourquoi cette étude s'inscrit dans un contexte d'optimisation des ressources des pharmaciens cliniciens et d'amélioration de la sécurité pour le patient. Une petite représentation visuelle pour comprendre tout ça. Donc on voit là tous les patients présents dans un service pendant 1 mois. Les patients qui seront en rouge sont ceux qui ont besoin d'une analyse pharmaceutique par un pharmacien car ils sont à risque d'avoir un problème médicamenteux. Et on verra que ceux en vert sont ceux qui sont vraiment analysés par un pharmacien clinicien. Donc actuellement, dans le service de chirurgie de l'hôpital du Valais, on a environ 1 visite par mois dans le service. Donc un jour J, tous les patients du service vont être analysés, qu'ils soient à risque ou non de problèmes médicamenteux. Tout le reste du mois, les patients seront loupés et ne seront donc pas analysés. Ils représentent le risque résiduel dû au calendrier. L'objectif serait de pouvoir cibler ces patients pour analyser uniquement ceux qui en ont vraiment besoin. Ainsi, le pharmacien clinicien pourrait économiser du temps et faire des visites plus régulièrement et couvrir ainsi au mieux les patients qui en ont besoin. Oui, mais comment les sélectionner ? Donc, pardon. La stratégie de l'hôpital du Valais, comme d'autres hôpitaux, est d'utiliser un système d'aide à la décision pharmaceutique. Ici, on utilise PharmaClass et des règles de détection y ont été codées. Il est interfacé avec le dossier du patient et donc il inclut les données de prescription médicamenteuse, de constantes physiologiques, des données de laboratoire et des données démographiques pour chaque patient. Dans le projet Mediscreen, 3 familles de règles ont été créées. Il y a d'abord 26 règles de criticité élevées, donc comme par exemple la prescription de méthotrexate plus d'une fois par semaine. Il y a également 57 règles de criticité moyenne, comme par exemple la prescription de metformine chez un patient qui a une fonction rénale entre 30 et 60 ml par minute. Ces règles sont donc les règles de gravité et elles ont été scorées donc avec des points allant de 1 à 10 en fonction de la gravité des conséquences et ça a été basé sur des échelles de la littérature. Finalement, il y a une 3e famille de règles qui sont donc les éléments particuliers. On a donc 19 règles qui détectent des éléments particuliers comme un patient qui serait âgé de plus de 65 ans ou qui aurait une fonction rénale inférieure à 60 ml qu'il faut garder en tête lors de l'analyse. Ce sont les règles de complexité et elles n'ont quant à elles pas de points. Avec toutes ces règles, un double score a été créé pour prendre en compte donc les 2 composantes, la gravité et la complexité. Donc tout d'abord, la gravité est reflétée par l'addition des points des alertes de criticité élevée et moyenne, donc les alertes de gravité. Et on a une 2e composante, c'est la complexité, donc reflétée par la somme des éléments particuliers du patient. Si vous avez besoin de plus d'informations pour les règles du score et la construction du score, le poster PCL4 en parle bien. Donc l'hypothèse de cette étude était de voir s'il était possible de déterminer un seuil dans ces scores, dans ce double score, en dessous duquel on n'a pas besoin d'analyser le patient parce que la probabilité de faire une intervention pharmaceutique était faible. Pour ce faire, la récolte de données s'est déroulée lors de la préparation de 17 visites interprofessionnelles dans les services de chirurgie viscérale et de médecine interne, et ça a été fait par 3 pharmaciens cliniciens. Au total, 233 patients ont été inclus dans l'étude. Les interventions pharmaceutiques qui ont été faites ont été documentées et priorisées par les pharmaciens selon 3 niveaux. Donc, le premier niveau était les interventions pharmaceutiques nécessaires qui peuvent mettre en jeu la sécurité du patient. Le niveau 2 sont les interventions pharmaceutiques qui sont faites dans une optique d'optimisation du traitement. Et les dernières interventions qui n'étaient pas forcément nécessaires mais nice to have étaient classées dans la catégorie 3. Dans cette étude, on a décidé de prendre en compte uniquement les interventions de priorité 1 parce que l'objectif n'était pas de faire un traitement irréprochable, mais vraiment d'assurer une sécurité. Et donc on a décidé que la présence d'une intervention de priorité 1 serait le reflet de la nécessité d'avoir une revue de traitement par un pharmacien clinicien. Donc pour évaluer cette hypothèse, une étude Courbrock a été faite sur les 2 composantes de ce score. L'étude Courbrock permet de déterminer la valeur globale d'une valeur
d'évaluer la performance globale d'une valeur continue comme un diagnostic et de déterminer un seuil pour ce diagnostic. Donc, je vous épargne les détails, mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'air sous la courbe, donc l'AUC des deux composantes, est assez proche de 0,5, ce qui montre qu'ils ne sont pas discriminants, ils ne font pas suffisamment la différence entre les patients qui ont besoin d'une revue de traitement de ceux qui n'en ont pas besoin. Les deux composantes ont quand même été combinées pour voir si on pouvait avoir de meilleurs résultats. Donc, on a fait un diagnostic qui inclut ces deux composantes. Donc, le patient était considéré comme positif s'il avait au moins une des deux composantes qui dépassait son seuil. Donc, on va le considérer qu'il a besoin d'une revue de traitement. Et puis, il est considéré comme négatif si ces deux composantes sont en dessous de leur seuil respectif. Et donc, on va le considérer comme n'ayant pas besoin d'une revue de traitement. Cette méthode a été donc comparée à la méthode de référence qui est la présence d'une intervention de priorité 1 ou l'absence de cette intervention. Donc, on va détailler un peu les résultats. Donc, on a obtenu une sensibilité de 67,50 et une spécificité de 0,4183. Et donc, on obtient 54 vrais positifs. Donc, c'est des patients qui ont été jugés positifs par notre diagnostic, donc on va vouloir analyser, et qui, effectivement, ont bien eu une intervention de priorité 1. Donc, on a bien fait de les analyser. On a eu 89 faux positifs, donc des patients qu'on va analyser parce que le diagnostic nous le dit, mais qui en fait n'en auraient pas eu besoin. Ce serait potentiellement une perte de temps, mais voilà, on ne peut pas les éliminer. Et puis, on a eu donc 64 vrais négatifs, donc c'est des patients qu'on ne va pas analyser parce qu'ils sont considérés comme négatifs par notre diagnostic et qui effectivement n'en ont pas besoin. Donc là, c'est vraiment une vraie économie de temps. Et puis finalement, on a eu 26 faux négatifs, donc patients qu'on n'aurait pas analysés en utilisant le diagnostic, mais qui en fait en auraient eu besoin. Et en fait, c'est là la limite du diagnostic et c'est le risque résiduel de ce diagnostic. Donc, en conclusion, on n'a pas pu déterminer que la sélection par le diagnostic était meilleure que la sélection par le calendrier. Mais maintenant, il faut se poser la question si on préfère le risque résiduel du calendrier ou le risque résiduel du diagnostic. On n'a pas non plus prouvé qu'il était moins bon. Donc, ce double score nécessite une amélioration, mais c'est quand même une piste prometteuse qui permettra d'avoir de meilleures ressources en pharmacien clinicien et d'assurer encore la sécurité du patient. Pour la suite, l'hôpital du Valais a décidé de poursuivre ce projet. Donc, tout d'abord en faisant une amélioration de l'outil, en améliorant les règles et en proposant plus de règles par l'aide de la pratique et d'intelligence artificielle. Et puis, on a également une proposition d'organisation pour le service de chirurgie viscérale dans lequel s'est déroulée l'étude pour faire une visite chaque 2 semaines en étudiant moins de patients, ce qui permet d'avoir une meilleure collaboration aussi avec les médecins et ça leur permet aussi de déterminer s'ils ont des patients qui veulent que le pharmacien voie en priorité. Merci pour votre attention. Merci pour votre présentation. Vous avez déjà mis en place cette nouvelle façon... Ça commence tout juste, ouais. Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce que vous avez des règles différentes entre vos spécialités médicales ? Est-ce qu'il y a des règles différentes entre la chirurgie et la médecine pour alors actuellement pas du tout, mais ce serait intéressant, on s'est dit justement que ce serait intéressant après aussi d'adapter le score en fonction des services, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Est-ce que vous avez prévu des secteurs comme la pédiatrie ou les soins intensifs, réanimation ? Actuellement, non. Surtout que la pédiatrie, elle n'est pas encore du tout comprise dans les règles de détection qui ont été codées. Et puis, non plus, pour l'instant, ce n'est pas non plus dans les services de soins intensifs. Merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez des retours prescripteurs ? Est-ce qu'ils vous trouvent plus pertinents ? Est-ce qu'ils communiquent plus avec vous grâce au fait que vous cibliez plus peut-être les patients à risque, que vous jugez à risque ? Alors, ils n'ont pas forcément tous conscience qu'il y a cet outil derrière, mais par contre, on a pu voir, en allant là pendant l'étude chaque semaine dans le service, les médecins connaissaient le pharmacien, ils avaient l'habitude, donc ils collaboraient aussi mieux. Donc, c'est quand même, ça apporte une plus-value, ouais. Et puis, on a fait du coup la proposition au service de chirurgie viscérale et ils étaient assez intéressés par l'outil qui peuvent aussi les aider et qui les rassure aussi. Et j'aurais une deuxième question. Oui. Vous n'avez pas d'obligation du coup en Suisse de valider toutes les prescriptions en théorie ? Non, voilà. À l'hôpital, non. Merci. Et l'appropriation de l'outil par les pharmaciens ? Ça s'est bien passé. Le
système d'aide à la décision pharmaceutique permet de créer un fichier Excel qui permet en fait une analyse aussi un petit peu plus fluide des patients, qui met en alerte. En fait, on voit les règles pour chaque patient et ça permet un peu d'alerter les éléments importants et de ne pas oublier ces éléments. Donc c'est assez positif. Une dernière question dans la salle et sinon on passe à la présentation suivante. Merci pour votre présentation. Et on passe à la dernière présentation d'Auréane Pascal du GH70. Donc, bonjour à tous, je suis Auréane Pascal, interne en pharmacie hospitalière au CHU de Besançon. Et je vais vous parler d'un projet qui s'est déroulé lors d'un semestre que j'ai effectué au GH70 à Vesoul et qui porte sur le bon usage du médicament. Donc, pour poser un petit peu le contexte, les pharmaciens du groupe hospitalier de la Haute-Saône ont été sollicités pour animer un stand dans un forum intitulé « Les journées de ma santé » afin de promouvoir le bon usage du médicament. Ce forum était ouvert au grand public et se concentrait sur la prévention en santé. Elle offrait au public l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les professionnels de santé qui étaient présents, notamment des pharmaciens, des infirmiers, des associations comme la Ligue contre le cancer. Il y avait des diététiciens, des ophtalmos et des kinés, par exemple. Donc l'objectif, c'était de concevoir et de réunir des outils pédagogiques et ludiques pour promouvoir le bon usage du médicament auprès du grand public. C'est bon. Alors pour les matériels et méthodes, on a effectué des recherches dans la littérature pour utiliser et adapter des outils pédagogiques déjà existants ou bien d'en créer de nouveaux. Ensuite, il y a eu la création d'un questionnaire de satisfaction composé de 4 items, notamment pour noter l'appréciation des supports utilisés, si les participants avaient appris de nouvelles choses, l'apport de nouvelles connaissances, si on avait répondu à leurs questions et à leurs attentes, et s'ils souhaitaient qu'on réitère cette intervention lors d'un nouvel événement et sur d'autres thématiques. Ensuite, nous avons recensé le nombre de femmes et d'hommes présents sur notre stand durant ces 3 jours, parce que le forum a duré 3 jours. Et ensuite, on les a classés selon les catégories d'âge. Donc, on a pu recueillir des données épidémiaux. Donc, je vais passer rapidement sur les résultats. Donc là, c'est juste une image pour illustrer un petit peu notre stand sur ces 3 jours. Et je vais vous présenter les outils pédagogiques qui ont été utilisés sur ce stand. Donc là, on a un premier jeu, c'est un jeu d'un QCM sous forme de jeu de cartes qui portait sur les médicaments, leur utilisation en général, leur bon usage. Et ça se formait sur un QCM. Donc sur un versant de la carte, on avait l'intitulé et les réponses. Et sur l'autre versant, on avait l'explication. Donc vous pouvez échanger avec les participants, en débattre et leur dire s'ils avaient faux ou juste. Ensuite, ici, on a un jeu sur plateau. Au centre, on a 12 symptômes différents. À gauche, on a 12 classes pharmacologiques qui correspondent aux symptômes. Et à droite, on a 12 boîtes de médicaments. Donc, on a sélectionné des médicaments qu'on peut retrouver assez généralement dans la population. Et donc, le but était, par exemple, d'associer la boîte de Doliprane, de savoir que c'était un antipyrétique antalgique et de l'associer aux symptômes douleur et fièvre et non pas un antihistaminique pour l'allergie par exemple. Ensuite, nous avons ici un jeu de simulation grandeur nature. Donc, c'est un jeu qui a été conçu exprès pour l'occasion. Il représentait une armoire à pharmacie qu'on peut trouver chez nous au quotidien. Il était composé de boîtes de médicaments, de flacons, de seringues, de dispositifs médicaux, compresses, pansements et plein de choses. Et le but était de détecter les erreurs qu'on pouvait trouver à l'intérieur. Donc, on a mis volontairement des erreurs, par exemple, des boîtes de médicaments périmées, des flacons ouverts, des dosettes ouvertes, cassées ou tout un tas de choses comme ça. Et le but, c'était que les participants détectent les erreurs qui puissent se produire à la maison. Et voilà, c'était pour prévenir les bonnes conduites à tenir et les bons gestes à avoir chez soi. Ensuite, ici, on avait un quiz vrai ou faux sous forme de jeu de cartes. Donc, sur une face de la carte, on avait une affirmation et le participant devait dire si elle était vraie ou fausse. Et sur l'autre côté de la carte, on avait du coup la réponse.
On avait un autre jeu, c'était un jeu qui portait sur les anticoagulants. Donc le participant tirait une carte, il y avait une situation qui était exposée, une situation à risque ou non, donc d'un patient qui avait un anticoagulant et qui voulait faire une action quotidienne dans sa journée. Et on devait détecter si c'était un danger, s'il avait besoin d'un avis pharmacologique ou médical, ou si la situation était OK. Ensuite, autre jeu de cartes sur les pictogrammes que l'on peut repérer sur les boîtes de médicaments ou dispositifs médicaux. Donc, on en a répertorié plus d'une trentaine. Donc, pareil, sur une carte, on a imagé le pictogramme en couleur ou non, et sur l'autre, la réponse, l'explication et ce que signifiait le pictogramme. Et pour finir, on avait un outil pédagogique sur l'épidémie hivernale. C'est un jeu de rôle. Il fallait scanner un QR code et le participant incarnait un personnage ou alors le virus. Et le but, c'était au fur et à mesure de l'histoire, de faire des choix. Et si les choix étaient faux, l'histoire menait à une fin tragique. Ou alors l'humain survivait. Ici, c'est juste pour vous présenter le questionnaire de satisfaction. Les participants pouvaient cocher les ateliers qu'ils avaient effectués et noter sur une note de 0 à 10 la qualité du support, s'ils avaient appris des choses, si on a répondu à leurs questions ou s'ils voulaient nous revoir à une prochaine session. Donc là, c'est l'analyse des réponses au questionnaire de satisfaction. Donc on voit que la proportion des ateliers choisis et réalisés par la public était majoritairement ceux ciblés sur le médicament et les classes pharmacologiques. Ensuite, on a la pharmacie, donc le jeu de simulation. C'était les jeux les plus volumineux sur notre stand, donc je pense qu'ils ont attiré l'œil et ils étaient assez colorés et je pense que les personnes voulaient vraiment jouer avec ces jeux-là. Ils pouvaient toucher les médicaments ou les boîtes de médicaments, donc je pense que ça pouvait plaire. Contrairement à l'épidémie hivernale où c'était juste un QR code, donc peut-être moins visuel et qui attirait peut-être moins les personnes pour jouer. Ensuite, on a évalué la satisfaction des participants vis-à-vis des ateliers. Donc, globalement, les notes sont très bonnes. On a vu que ça avait plu. Le côté ludique, pédagogique a attiré le public. Donc, on était contents et on pense qu'on pourra refaire ce genre d'événement. Ensuite, on a la proportion de participants en fonction de l'âge et du sexe. On voit qu'il y a majoritairement eu des femmes. On a eu plus de 201 personnes qui sont présentées à notre stand et la majorité était plus jeune, donc âgés entre 16 et 24 ans. Il y avait des lycéens, collégiens, étudiants dans la majorité des cas. Ensuite, ce qu'on peut conclure, c'est que le public était composé de profils très variés. Et nous, en tant que pharmaciens et animateurs du stand, on a pu guider, on devait guider les participants vers des activités les plus adaptées pour eux et adaptées à leur profil. Mais cependant, on pourrait revoir certaines activités pour les repenser et les rendre plus accessibles à tous, par exemple en ajoutant plus d'images et en enlevant du texte pour les rendre accessibles aux plus jeunes. Parce qu'on a eu des primaires et c'était compliqué, on ne pouvait pas lire ou leur faire lire des textes. Et on avait aussi des personnes non francophones, donc voilà, on pourrait repenser nos jeux et les rendre plus accessibles à tous. Je vous remercie. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez imaginé déjà le plan de développement et l'utilisation de cette ludothèque maintenant qu'elle est créée et son planning d'utilisation entre guillemets ? On pourrait réutiliser ces jeux-là, les réadapter ou en créer de nouveaux. Par exemple, on nous a suggéré de cibler par exemple le côté sportif. Il y a des étudiants qui voulaient lier le côté sport et pharmaco, ou ça peut être le côté travail et santé, si on a des maladies chroniques au travail. On pourrait rendre des jeux avec plus d'images et enlever du texte, comme je l'ai évoqué, où on parlait des piluliers, enfin des choses plus interactives, des jeux à manipuler par exemple. Ok. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Et comme ça, je pourrais rendre le micro à Philippe en temps et en heure. Comment vous avez communiqué par rapport à ces jeux ? Parce que du coup, ça a dû prendre du temps à faire. Est-ce que vous l'avez mis sur le site de l'ARS ? Est-ce que vous avez, parce que c'est un peu de la santé publique, donc est-ce que vous arrivez à les déployer, quoi ? Je pense que c'était aussi le sens de la question. Alors tous les jeux n'ont pas été créés pour l'occasion. On en a repris certains qui existaient déjà, ou alors repris l'idée et l'amélioré de notre côté. Donc il y a déjà des jeux qui sont diffusés et qu'on n'a pas eu besoin de rediffuser. Mais par exemple, l'armoire à pharmacie, ça pourrait être une idée
à développer ou à proposer à d'autres centres. Mais ou aux officines peut-être. Peut-être, ça pourrait, pour des formations, oui. Merci pour votre présentation. Je vous remercie d'être venus nombreux assister aux communications orales. C'est important pour nos jeunes collègues de pouvoir présenter leurs travaux dans le cadre de ces journées et on a été ravis de les accueillir.